Donc mon intervention, vous l'avez peut-être lue, pour les plus attentifs d'entre vous, s'intitule « L'institution, notion, théorie, méthode ». Elle part du constat que l'on a de cesse, lors des recherches en histoire du droit, d'être confronté à la notion d'institution. Vous avez sans doute déjà suivi des cours d'institutions européennes ou internationales. Vous avez sans doute déjà été amené à lire des formules aussi variées que les institutions athéniennes, ou bien les institutions d'Ancien Régime confrontées aux institutions révolutionnaires, puis napoléoniennes. Vous chercherez également, peut-être, l'origine de l'institution d'une pratique, d'une procédure ou d'une autorité à une époque donnée. Vous aurez peut-être encore, et là je parle aux amateurs de doctrine, affaire à des travaux qui feront référence à la théorie de l'institution, à l'école institutionnaliste ou encore à l'analyse institutionnelle. C'est donc un fait que l'historien du droit doit enregistrer, que le terme « institution » recouvre à la fois une notion, une doctrine et une méthode. Et il est souvent difficile de saisir les implications, les origines et les principes de cette notion, de cette doctrine et de cette méthode. L'enjeu de cette intervention est simple, il est d'éclairer l'emploi de la notion d'institution dans une recherche d'histoire du droit en vous donnant quelques repères synthétiques, historiographiques et méthodologiques. Commençons par la notion d'institution. Donc le terme institution désigne, selon le trésor historique de la langue française, une action, une dynamique, un processus. C'est peut-être contre-intuitif, mais l'institution désigne en premier lieu non pas une structure ou une autorité fixe et donnée, qui serait plutôt son résultat, mais l'action d'instituer, l'action d'établir une pratique, une autorité, une forme d'organisation sociale. Et cette action d'instituer, selon le trésor historique, signifie tout à la fois établir d'une manière durable et donner commencement à. L'action d'instituer est un fait proprement humain, puisque l'institution ne s'établit pas naturellement, elle est produite par les hommes qui instaurent, donnent commencement à, et établissent dans la durée. Le résultat de l'opération d'institution, qui est en même temps son critère, est la fondation dans la durée d'une régularité sociale, d'une forme sociale au sein d'un groupe ou d'une société humaine. Parmi ces institutions, on trouve très simplement des formes sociales primordiales qui semblent exister depuis l'origine de l'humanité, comme la famille, la communauté de travail, l'ordre religieux, la chefferie. On trouve aussi des formes sociales plus complexes, qui se développent à l'ère des sociétés complexes, régies par la division du travail et l'organisation politique, comme l'armée, les administrations, les entreprises, les associations, les ordres juridiques également, les organisations politiques internationales et, à l'époque très contemporaine, les structures transnationales, comme Google, Twitter, etc. Donc le résultat de l'action d'instituer, qui, je le rappelle, désigne l'action de donner commencement à et d'établir dans la durée, le résultat de l'action d'instituer est l'institution qui désigne, toujours selon le trésor historique, tout organisme public ou privé, mais aussi tout régime légal ou social qui est établi pour répondre à un besoin social donné. Nous voilà donc devant une notion certes précisée, mais encore relativement imprécise. Nous commençons à voir de quel objet on parle, mais rien encore ne nous a éclairé sur les caractères, précisément, de cette action d'instituer, soit sur la manière dont les hommes instituent, sur les raisons pour lesquelles ils instituent, et sur les conséquences pour les individus de cette institution de leur pratique sociale. Et comme vous le voyez, donc, d'une simple tentative de définition neutre, objective, formelle, d'une notion assez banale de prime abord comme l'institution, on se trouve rapidement confronté à une myriade de questions philosophiques parmi les plus profondes de l'histoire de la pensée humaine. Pourquoi les hommes instituent-ils leur pratique sociale ? Comment les groupes et les sociétés humaines instituent-ils leur pratique sociale ? Comment ces institutions réagissent ensuite sur les groupes et les individus qui constituent cette société ? Bienvenue dans l'enfer passionnant que constituent ensemble la philosophie et l'histoire du droit. Or, les caractères de l'institution, ses causes, son sens, son fonctionnement, sa finalité, il se trouve qu'elles sont au minimum depuis 2 siècles au cœur d'une série de querelles doctrinales au sein desquelles s'affrontent d'immenses écoles de pensée, des écoles qui revendiquent toute l'authentique compréhension de ce qu'est l'institution. Difficulté donc au carré. Non seulement la notion d'institution pose d'immenses questions philosophiques aux chercheurs, mais qui plus est, elle oppose les plus grands esprits de la doctrine qui la conçoivent de manière parfois radicalement différente. Un affrontement, d'ailleurs, dont la racine historique
repose évidemment autour de la rupture opérée par la Révolution française. Alors pourquoi ? La Révolution française, et je pense, sans me tromper, qu'un certain nombre d'interventions que vous entendrez aujourd'hui le démontrera amplement, la Révolution française opère une rupture historique et intellectuelle fondamentale qui bouleverse la conception qu'on peut se faire des institutions. Elle s'oppose en effet à ce qu'on appelle assez généralement le système d'Ancien Régime, qui se caractérise, alors là je vais synthétiser outrageusement évidemment, qui se caractérise par l'existence d'un ensemble d'institutions sociales intermédiaires qui préexistent au pouvoir monarchique et que ce pouvoir central ne peut, au fond, que coordonner, reconnaître et encadrer, sans pouvoir réellement ni les créer ni les nier. Il s'agit d'un côté de l'ensemble des coutumes, que le pouvoir royal ne fait formellement que confirmer, et de l'autre, des corporations, des jurantes, des communes, des ordres que le roi reconnaît et auxquels il accorde, potentiellement, privilèges, franchises et des droits spécifiques. Les révolutionnaires, eux, opèrent de 1789 à 1799 ce qu'ils appellent une régénération. Terme important, une régénération d'ailleurs qu'ils justifient par un certain discours sur la souveraineté nationale, sur leur pouvoir constituant. Et cette régénération consiste dans l'érection d'un pouvoir central souverain qui se saisit du pouvoir de détruire d'un seul coup l'ensemble des institutions sociales et politiques pour en fonder de nouvelles sur la base de nouveaux principes dits rationnels et même naturels. C'est donc un renversement total de perspective que la Révolution opère, puisque l'existence et la vie des institutions, qui relevaient sous l'Ancien Régime de l'évidence, de la tradition, de la coutume, par la régénération révolutionnaire, par cette prise en charge par une assemblée de l'ensemble de la vie sociale, relève désormais d'un débat public, d'une volonté politique, de la loi. Si bien que, dès ce moment, un débat ouvert pouvait naître sur les institutions, leur légitimité, et plus généralement sur le rapport entre le pouvoir législateur et la dynamique des forces sociales. Un débat qui aboutit, à la fin d'un 19e siècle très bouleversé, très révolutionnaire. On a pas moins de 7 régimes différents en un petit siècle. Donc un débat qui aboutit à la fin du 19e à l'essor d'une réflexion doctrinale sur la nature, le sens et la centralité de l'institution dans la construction des sociétés. Et à ce moment-là, l'institution devient progressivement une doctrine. Et c'est d'abord par l'essor de la sociologie, et principalement en France à la suite des travaux de Durkheim, que la notion d'institution prend un sens nouveau et devient une clé d'analyse des sociétés humaines. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle remet en question l'idée que seule une volonté législative puisse être un fondement du droit. La doctrine sociologique de Durkheim repose au contraire sur le constat que les formes de régularité sociale sont une source du droit, voire que, au fond, le droit ne serait qu'une forme raffinée et spécifique, mais pas exceptionnelle, de régularité sociale. Une manière d'envisager l'ordre social qui va jusqu'à remettre en question, au moins partiellement, l'autonomie du droit. Durkheim postule l'existence dans tout groupe humain institué d'une forme de conscience collective, résultat d'une lente sédimentation historique, qui serait un ensemble d'images, de représentations, de significations, une sorte d'imaginaire de la société, qui s'impose aux consciences des individus et qui définit la société dans son être par l'affirmation de son identité collective. À partir de ce postulat sociologique, Durkheim écrit qu'on peut appeler institution toutes les croyances et tous les modes de conduite institués par la collectivité, et qu'ainsi, la sociologie peut être définie comme la science des institutions, de leur genèse et de leur fonctionnement. Cette révolution sociologique, qui fait de l'institution la forme sociale fondamentale au-dessus des consciences individuelles, va avoir un immense impact sur les doctrines du droit, qui vont dès lors se positionner à partir de cette conception, soit qu'elles cherchent à en faire découler leur théorie du droit, celle entreprise par exemple de Léon Duguit, soit qu'elles en contestent la pertinence pour l'analyse du droit. Ce sera le cas, par exemple, de l'école positiviste. Mais, chose curieuse, l'école de doctrine qui va mettre l'institution au cœur de sa conception du droit, et que l'on appelle la doctrine institutionnaliste,
qui va entreprendre de déduire l'ordre juridique de la notion d'institution, ne se revendique pas complètement de l'approche sociologique, mais cherche plutôt à formuler une synthèse entre les approches sociologiques et individualistes du droit, c'est la doctrine du doyen Horiou. Maurice Horiou pense l'ordre social comme une organisation de la société dont la finalité est d'assurer le progrès lent et uniforme de l'ensemble des situations et des relations sociales. Il conçoit donc l'ordre, la stabilité des structures sociales, comme la condition du progrès, mais considère dans le même temps que le progrès social est la principale finalité de l'ordre. C'est une doctrine qu'il faut évidemment, et comme toujours, comprendre dans son contexte, c'est-à-dire positionner relativement à l'environnement culturel, politique et social de son auteur. Ici, c'est une synthèse, un juste milieu, qu'Horiou cherche à établir entre ce qu'il estime être les erreurs ou les errements des doctrines de son temps. Puisque d'un côté, Horiou réfute la posture socialiste ou marxiste qui revendique une révolution immédiate pour renverser un système politique et social qui serait intégralement vicié. Mais de l'autre, il rejette également la posture réactionnaire qui considère que le progrès et l'évolution sociale depuis la Révolution seraient une atteinte à un ordre premier qui serait par nature meilleur. À rebours donc de ces deux postures, il pense la société comme tendanciellement amenée vers un certain progrès des conditions sociales, mais pense que seule une évolution lente et progressive peut l'engendrer contre toute commotion révolutionnaire. Il faut comprendre qu'on se situe dans un contexte post-Commune de Paris, post-révolution du XIXe siècle, et que c'est dans cette idée que sa théorie s'incarne. C'est donc en face de ce qu'il considère comme des écueils des grands courants de pensée politique de son temps que le doyen Horiou avance sa grande théorie de l'institution. Donc pour Maurice Horiou, la société est composée d'un ensemble d'institutions entre l'individu et la puissance publique qui constituent autant de régimes sociaux intégrés à un tout collectif et au sommet duquel se trouve l'institution des institutions, l'État, dont le but est précisément d'assurer ce mouvement lent et uniforme de la société vers le progrès des situations et des relations sociales individuelles. L'institution, selon Maurice Horiou, est une idée d'œuvre ou d'entreprise qui se réalise et dure juridiquement dans un milieu social. Toutes les institutions qui forment ensemble la société poursuivent donc nécessairement un objet social et existent pour cet objet social. Quant à l'État, l'institution des institutions, il poursuit lui aussi un objet social, mais un objet généraliste que la doctrine du droit public et le juge du droit public définissent encore aujourd'hui comme l'intérêt général. Et pour que l'idée d'œuvre se réalise, et c'est là que la doctrine d'Horiou se distingue d'une pure approche sociologique, deux conditions sont nécessaires. D'abord, l'existence d'un pouvoir organisé, et ensuite, des manifestations de communion des individus sur lesquelles ce pouvoir s'exerce, dirigées par les organes du pouvoir et réglées par des procédures. Ce que ça veut dire, c'est que pour exister dans un milieu social, une institution doit poursuivre un objet conforme aux attentes de la société, mais également être fondée par une opération juridique, puis organisée par des organes exerçant un pouvoir et consentie de manière régulière par les individus sur lesquels s'exerce ce pouvoir. Et donc, par cette théorie de l'institution, le doyen Horiou fait de l'idée sociale, du pouvoir organisé et aussi du consentement des individus à ce pouvoir, les trois facteurs nécessaires et déterminants de l'institution, et ce faisant, du droit lui-même, puisque ce sont, selon lui, les institutions qui produisent le droit, c'est-à-dire les règles et les statuts qui organisent la société. C'est donc une véritable théorie du droit, une doctrine des fondements du droit que cherche à produire Horiou, qui nourrit depuis un intense débat doctrinal. Mais au-delà des multiples controverses qu'ont soulevées cette théorie, que je n'ai pas le temps, bien sûr, ici d'évoquer, il nous reste à nous poser la question, devant cette théorie institutionnaliste, de la place que l'analyse du droit par le prisme de l'institution peut avoir dans une recherche en histoire du droit. Qu'est-ce que penser le droit depuis l'institution apporte concrètement à une recherche en histoire du droit? Autrement dit, est-il possible d'identifier dans la doctrine de l'institution des éléments susceptibles de fournir une méthode d'analyse aux chercheurs? Et on en arrive donc à la méthode institutionnelle, à l'analyse institutionnelle. Jacques Chevalier, dans un article de référence, L'analyse institutionnelle, avance différents arguments et différents axes méthodologiques et présente l'intérêt non négligeable pour l'analyse juridique de cette approche institutionnelle du droit,
qu'il invite d'ailleurs le chercheur à penser essentiellement comme une boîte à outils, comme un élément de méthode, et pas comme un dogme. Alors, qu'est-ce qu'une approche institutionnelle du droit présente comme intérêt, par exemple pour vos futures recherches, d'un point de vue méthodologique ? L'analyse institutionnelle présente, selon moi, deux principaux intérêts pour le chercheur, parce qu'elle vient combler en partie les manques d'une grille d'analyse strictement positiviste du droit. Premier intérêt, l'approche institutionnelle du droit permet de mettre au cœur de l'analyse du droit la question du pouvoir qui édicte la règle et celle du consentement de la société à la règle. L'analyse institutionnelle pense le droit comme une forme de rapport social. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça signifie que, au contraire d'une conception du droit qui pense la règle comme une simple norme valide dans le cadre d'une architecture formelle, l'analyse institutionnelle pense la règle juridique au cœur d'une dialectique entre le pouvoir et la société. La loi positive, selon l'analyse institutionnelle, ne tire pas son autorité uniquement de sa conformité à une règle supérieure, à la compétence de l'autorité qui l'édicte. La règle de droit tire également son autorité sur le social, et donc une partie essentielle de son existence, de l'équilibre qu'elle doit réaliser entre un phénomène de pouvoir et la réaction de la société vis-à-vis de la règle. L'analyse institutionnelle introduit donc un élément essentiel dans la compréhension sociale et historique du droit, la dialectique entre l'instituant, les forces dynamiques qui transforment la société, et l'institué, la puissance de stabilité qu'exerce l'institution. Deuxième grand intérêt de l'analyse institutionnelle, elle pallie, alors là pour le coup l'incapacité claire, d'une analyse positiviste à décrire l'action de la durée, l'action du temps sur le droit. La conception positiviste traduit la logique juridique et le phénomène de juridicité en pensant le droit comme une architecture formelle de règles dont la validité est déduite par la conformité à la règle supérieure. Elle défend donc une conception du droit qui n'admet au fond qu'une dimension qui est l'espace. C'est uniquement dans l'espace isomorphe de la pyramide des normes et sur l'espace légal de l'ordre juridique que le droit existe et est valide. Sauf, et c'est l'une des principales critiques que l'on peut faire à cette grille d'analyse, sauf que le droit est également un phénomène social et historique dont les éléments, les principes et les mécanismes naissent, évoluent et disparaissent. L'approche institutionnelle du droit, parce qu'elle reconnaît au droit son caractère d'institution sociale en permanente évolution, permet de rendre compte des dynamiques à l'œuvre en droit. En tant que phénomène social, le droit existe et s'analyse, certes en tant qu'il est valide sur le plan formel, mais également en tant qu'il est effectif sur le plan matériel, c'est-à-dire en tant qu'il continue ou non d'assurer l'objet social qui lui incombe, c'est-à-dire d'assurer une forme consentie de cohésion sociale. Et penser cette effectivité implique de penser le droit du point de vue du temps, car c'est dans le temps et par l'action du temps qu'évolue, se clarifie, se module, se précise ou se dégrade le contenu et l'effectivité d'une règle de droit, notamment par la jurisprudence et par la pratique. Et c'est alors que l'analyse institutionnelle du droit apparaît comme un outil très utile et très pertinent, puisqu'elle invite à penser la règle de droit, le régime juridique ou l'organisme institué du point de vue de la puissance qui maintient la cohésion au moyen du droit, du point de vue de la cohésion qu'elle est chargée d'assurer dans la durée et du point de vue de la réception par la société de la règle établie. Et c'est par là que je souhaite conclure. L'approche institutionnelle nous rappelle que le droit, en plus de se déployer dans l'espace, a pour autre déterminant fondamental la catégorie de la durée, faite de continuité et de rupture, une continuité et des ruptures qui forment ensemble le devenir du droit, et donc, vous l'aurez compris en dernière analyse, son histoire. Je vous remercie.